Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'Instant Star Wars. Aujourd'hui on va review donc les 3 premiers épisodes de The Bad Batch de la saison 3 qui sont sortis donc ce mercredi, à savoir donc, Confiné, Sentier Inconnu et L'Ombre de Tantis. On va dire ce qu'on en a pensé rapidement dans une petite vidéo, dire qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a moins plu et pourquoi globalement c'était quand même assez cool quoi. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que le 1 et peut-être le 3 sont au-dessus du 2. Et du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé assez globalement, quoi? Bah, impressionnant par rapport aux saisons précédentes. C'est vrai que on retrouve cette qualité technique. Mais là, il y a quelque chose d'assez unique aussi à travers ces épisodes, comme tu disais, par rapport au premier, au troisième. En fait, il y a du suspense, il y a une dimension un peu mystérieuse, surtout dans le 3, comme on en parlait. Moi, je trouve que ouais, c'est surtout ouais, le ton en fait des épisodes Ouais, c'est ça. qui change pas mal. Là où en fait dans la saison peut-être 1 et 2, on présentait peut-être la Bad Batch un peu comme les Expendables où en gros ils avaient une mission Mm. et par une pirouette scénaristique ils s'en sortaient toujours. Là, on commence l'épisode 1 de la saison 3 où en fait finalement on voit pas la Bad Batch, on voit seulement Omega et Crosshair du coup prisonniers du Mont Tantis et on rentre dans le quotidien de Omega et c'est un épisode en fait qui est assez dur enfin, Ouais. en termes de ton, en termes de rythme. L'épisode il prend son temps, c'est rythmé aussi par toute cette espèce d'intrigue centrée autour du test de son sang où on a cette espèce d'horloge qui tourne et qui rythme l'épisode en fait au fur et à mesure. Et puis on a cette ellipse aussi qui intervient au milieu de l'épisode où d'un coup Omega, on voit le temps passer où elle griffonne sur son mur les jours qui passent. C'est Ouais. un épisode qui est Mm. dur en termes de ton je trouve et qui est plus mature que ce qu'on pourrait penser découvrir dans une série animée quoi. C'est vrai, par rapport aux saisons précédentes, où comme tu disais, c'était un peu les X-Men qui arrivaient toujours, en fait. Là, il y avait une certaine légèreté. Là, on sent qu'il y a vraiment un sujet qui est fort, en fait. Comme tu disais, c'est rythmé par le sang d'Oméga. Mais il y a aussi cette dimension où Oméga, ça commence à faire un petit bout de temps, où elle est présente, elle est là. Et les transitions dans l'épisode sont vraiment bien faites, parce que en effet, elle griffonne, donc c'est les jours où elle est là. Mais il y a aussi une transition où en fait, ça fait que, comme au début, on reprend le même plan, mais en fait, elle a ses cheveux qui ont poussé. Et il y a aussi quand elle sort donc de sa cellule, où elle croise Crosshair, où au début, on nous montre qu'elle essaie d'avoir une sorte d'eye contact avec lui, retrouver un peu cet échange qu'elle a avec son frère. Et en fait, là, à ce moment clé, en fait, elle ne cherche même plus à croiser son regard et on voit que Même elle si s'y est fait quoi. elle s'intéresse, elle veut à tout prix sortir Crosshair de là quoi. C'est ça, ouais. Et c'est marrant de voir à quel point l'attachement d'Omega pour la Bad Batch. Enfin, c'est fou de voir en fait le lien qu'elle a créé avec chacun des personnages de la Bad Batch Mm, au fur et à mesure. Et même malgré les erreurs qu'a fait Crosshair mm. en quittant la Bad Batch, etc., Omega est persuadé de voir quelqu'un de bien en lui quoi. Et c'est Mais assez fort de c'est. voir son Ouais. évolution. Parce que dans les saisons précédentes, notamment la saison 1 et 2, elle pouvait paraître peut-être un peu jeune, un petit peu peut-être À la nouvelle quoi, dans un peu l'équipe, la nouvelle, etc. la Peut-être que petite c'est elle en sœur, trop en fait ouais. finalement. Et là, même on la voit dans l'épisode 3 prendre des initiatives, tirer au blaster sur des TK Troopers, etc. Elle est Et badass là. elle est très badass quoi. Il y a un côté, genre vraiment, effectivement, elle est très badass, elle a pris confiance en elle, etc. Et Mm. en termes de narration, c'est vraiment bien quoi. L'épisode prend son temps pour développer les choses quoi, etc. Et puis il y a cette sous-intrigue sur en fait, on sait pas trop ce que prépare l'Empire sur le Mont Mm. Tantis quoi. La visite de Palpatine, etc. J'ai pas sorti de quelque chose d'un peu trop, un épisode filler ou quoi. Même si le 2 l'est peut-être un petit peu plus. Et d'ailleurs, je trouve que la réintroduction de Hunter et Wrecker est peut-être un peu en dessous. On nous les remontre un petit peu comme ça, ils débarquent sans vraiment de moments forts. Même s'il y a beaucoup d'action dans le 2, je sais pas. Je trouve que la saison a l'air d'être plus centrée autour d'Omega que de Hunter ou Wrecker qui semblent un petit peu brisés quoi. Ils ont envie de retrouver Omega, ils ont envie ils ont envie de la sauver, etc., de la retrouver, et ils sont peut-être un peu en dessous de leur prime,
qu'ils étaient dans la saison 1 et 2 quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Mais est-ce que c'est pas plus mal justement de se recentrer sur Omega et cette relation qu'elle a avec Crosshair, qui est un peu différente de ce qu'elle a avec ses autres frères, où c'est vrai que les premières saisons, on était vraiment centré sur Hunter, ce personnage qui était un peu le chef d'équipe, quoi. Là, on sent que ils ont été heurtés par le fait qu'elle ne soit plus dans l'équipe. Ils sont un peu, pas désespérés, mais je veux dire, ils sont prêts à tout pour la récupérer. Et c'est pas plus mal justement de se concentrer sur Omega, qui par rapport aux saisons précédentes a pris en maturité aussi, et on sent que elle veut retrouver ses frères. Il y a vraiment ce côté lien du sang, et le fait que ce soit ses frères et même sa sœur. Elle le dit. Ouais. Je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit en mode on est des frères, De toute façon, faut qu'on soit soudés. On est du même sang, quoi, etc. Ouais. Et on voit que même avec Emery, qui est sa sœur, elle n'a pas eu du tout les mêmes expériences et partagé ses aventures avec elle. Mais on sent que c'est hyper sacré pour elle de se dire, en fait, on est frères et sœurs, il faut qu'on se libère de ce qui se passe. Il y a tout aussi, du coup, avec Emery, la petite sous-intrigue avec sa poupée, etc. Ouais. Et on sent que même malgré les ordres que reçoit Emery a ce côté un petit peu maternel de protéger Omega je dirais que des soucis qu'elle pourrait avoir. Elle commence à s'attacher à Omega. Parce que, on voit très bien qu'elle est ultra professionnelle et que c'est ça avant tout. Mais en fait, à un moment où elle sent que Omega était blessée, je pense que à ce moment-là, elle s'en veut et veut lui rendre sa poupée qu'elle s'est faite pour la rassurer et lui montrer peut-être qu'elle est là, quoi. Ouais. Même si, comme on le disait, le côté professionnel passe avant tout, et on le voit bien dans tous les cas. Ouais, on le voit. Mais du coup, en tout cas, ce qu'on peut résumer du coup ces 3 épisodes, c'est surtout du coup ce qui nous a marqué, je pense, c'est en termes de narration. Pour moi, c'est assez irréprochable et c'est vraiment même le haut du panier de ce qu'on peut trouver en production Star Wars, quoi. Je trouve que l'épisode 1 n'a pas à rougir face à des épisodes de The Mandalorian ou même Boba Fett, quoi. C'est différent, mais je trouve ça bien aussi que par rapport aux séries d'animation qui peuvent être perçues comme quelque chose destiné aux enfants ou quoi, là en fait ça montre aussi que c'est pas exclusivement pour les enfants, et là ce sont des sujets matures et sérieux, et qu'il y a toute une dimension qui sont réservés aussi aux adultes et à des sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus deep en fait. Et quand tu dis ça, ça me fait penser à ce plan sur Crosshair où on voit sa main qui tremble, comme une espèce de syndrome post-traumatique ou d'un trauma qu'il aurait développé. Ça, c'est quelque chose... c'est juste un plan sur sa main qui tremble, mais ça en dit beaucoup, je trouve, sur la profondeur d'écriture et l'implication des auteurs dans l'écriture de la série, quoi. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu voir dans Clone Wars ou Rebels, qui est avec cette ambiance beaucoup plus pulp, beaucoup plus action décompressée. Là, dans Bad Batch, tout est un peu plus mature, un peu plus sérieux. Et personnellement, c'est un truc que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé dans ces 3 premiers épisodes. Et tu parlais tout à l'heure du fait que cette saison semblait être vraiment centrée autour d'Omega. Et c'est pas plus mal parce que rappelle-toi, dans la saison dernière, dans la saison 2, on avait cette espèce d'archétype d'un épisode centré autour d'un personnage de la Bad Batch. Je me rappelle l'épisode un peu centré sur Tech, qui faisait une course de pod, etc. machin. Et on avait un autre épisode sur Wrecker, un autre sur Hunter, et chacun avait un peu son épisode fétiche. Sur Crosshair, sur la planète de glace, ou super marquant, où il tue l'officier, etc. La désillusion, ouais. L'épisode où il était avec Cody aussi, où en gros chaque clone a son petit highlight dans la saison 2. Et là, du coup, si la saison 3 est dédiée à Omega, c'est vrai que finalement ça me poserait pas trop de problème. Mais j'ai quand même hâte de voir... les intrigues autour de Rex, qu'est-ce que devient Cody, Wolf qui avait été teasé dans la bande-annonce, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire ça, j'ai envie de voir cette révolution des clones, etc. contre l'Empire, et j'espère qu'on le verra au fur et à mesure des épisodes. Enfin, parce que là, 3 épisodes sont passés, mais scénaristiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Juste Omega et Crosshair ont réussi à s'enfuir, quoi. Ouais. C'est là où on en est, quoi. Donc, je sais plus combien fait d'épisodes la saison 3, je crois 15, il y en aura. Donc à voir les rebondissements qu'il peut avoir, mais en tout cas en termes d'écriture, j'ai toute confiance en l'équipe, même si je pense qu'on n'est pas à l'abri
de voir un petit filler popper au cours de la saison. Et ça fait partie de Bad Batch. Obligé, Ça fait partie de Bad Batch, c'est un peu obligé quoi. Après, tu disais qu'il y a une qualité dans la narration qui est incroyable, mais je voulais revenir moi sur la qualité technique aussi, où techniquement les trois sont super bons. C'est irréprochable. L'animation en général, mais aussi l'animation faciale sur Crosshair, quand il est dans sa cellule. Franchement, bravo les gars. Quoi. On peut le dire, on a fait des études là-dedans, dans le cinéma d'animation et tout. Et nous, quand on voit ça, je suis vraiment sur le cul quoi. Il y a des plans. Alors, tous les plans sont pas égaux. Normal, j'ai l'impression. Il y a des qui shotent aussi. Mais il y a certains gros plans, je pense du coup, comme tu disais, sur Crosshair et Omega, quand il est dans sa cellule, où genre ils ont pas peur de te foutre un gros plan avec la tête de Crosshair, qui est un personnage animé, où tu vois les émotions, tu vois ce qu'il pense, la profondeur de ce qu'il ressent, et ils ont pas peur de montrer ça. Ils arrivent à transmettre les émotions de Crosshair, et ce qui est vraiment pas facile dans l'animation, parce que c'est vrai que par rapport au réel, tu vois directement les expressions et tu arrives à transmettre les émotions. Sur un personnage en animation, c'est compliqué, même bien sûr. Avec surtout avec le style que propose Bad Batch, c'est ça, qui est vraiment très très stylisé. Et là, ils arrivent à transmettre des émotions assez folles. Et ça passe aussi du techniquement, c'est assez irréprochable, même en termes de compositing de lumière, de lighting, de matte painting. Il y a tout ça qui est assez fou quoi. Il y a des panoramas sur le mont Tantis, etc. Même dans l'épisode 2 sur cette base qui est complètement attaquée par les ronces, etc. La végétation qui a repris le dessus, c'est il y a des détails partout. Super beau, quoi. Ils n'hésitent pas à mettre parce qu'on est en train de se refaire The Clone Wars, on peut le dire. Et il y a certains épisodes sur Felucia, où Felucia qui est censée être une planète de jungle où ça fourmille de plantes, etc. On n'est même pas à 1% de ce que propose Bad Batch dans l'épisode 2, où il y a des micro-détails de partout, des petites feuilles, des petits trucs, etc., de la végétation qui fourmille. C'est assez fou quoi. Toujours dans ce style peint, crayonné, super maîtrisé. Je trouve qu'ils ont atteint un sommet dans la maîtrise de leur style, qui est vraiment assez fou quoi. Après, bien sûr, ça dépend, comme tu disais, ils ont pris du galon aussi, il y a de l'expérience et tout, mais il y a aussi peut-être un budget et des délais qui sont alloués derrière, qui sont différents de ce qu'il y avait sur The Clone Wars. Peut-être, clairement. Des facteurs à prendre en compte aussi. Et en termes de technique, on s'était fait la réflexion d'ailleurs, c'est un très bon rebond, puisque sur la réflexion, puisque dans l'épisode 2 et 3, il y a tout un travail assez subtil de reflets de lumière, là où on n'en a pas finalement quand on compare avec par exemple la dernière saison de Clone Wars ou les autres saisons. Là, il y a des espèces on voit des reflets de lumière sur certains objets, il y a un travail aussi sur la simulation des fluides, des liquides, etc. Qui est assez fou. Qui est vraiment pas facile à faire aussi. C'est vrai que, comme on se disait, ils se sont pas contentés d'avoir des facilités techniques. Ils sont partis sur des choses qui sont pas forcément faciles à faire. Notamment quand on voit l'espèce de sarlac sous-marin. C'est assez fou. C'est assez fou, Et il y a des plans, c'est tout simple, mais quand la rampe de la navette de Palpatine s'abaisse, qu'on voit les gardes rouges impériaux qui arrivent, ce petit reflet de lumière, etc., sur leur armure et tout, enfin, c'est assez fou quoi, c'est beau quoi. C'est vrai, c'est des plans qui sont assez beaux. Donc techniquement c'est beau, la mise en scène est belle, la narration est incroyable. Et la musique. La musique qui est complètement folle qui aide aussi qui aide à rythmer l'épisode. Et comme tu disais, quand il y a Palpatine qui sort de son vaisseau, on retrouve cette musique quoi, qui rajoute un côté une ampleur les travails d'ambiance sont super bien faits, je trouve vraiment. C'est irréprochable. Oui, la musique à pas oublier. Donc si on faisait un bilan de tout ça, je pense qu'on peut dire que globalement la saison commence très très bien, je dirais. Moi j'ai surtout aimé l'écriture quoi, c'est ça qui m'a marqué. Et on a oublié de parler du méchant, le docteur Hemlock qui se place directement dans le top 10 des méchants les plus badants de Star Wars quoi. Le mec fait des trucs contre nature, il garde un sang-froid, une espèce de contrôle sur lui, pas vraiment, puisque des fois il sort un peu de ses gonds, en fait c'est ça, notamment il fait un peu le mec gentil, mais en fait il a un fond mais hyper mauvais quoi. Je trouve que c'est un très bon méchant. Et on dirait qu'il est aussi un petit peu greedy par rapport à l'empereur, tu vois. Il essaie de bien se montrer, etc. Donc, comme il lui dit que ça serait encore mieux si on avait encore plus de financement et tout, et Palpatine lui dit t'inquiète, tu auras tout ce que tu voudras par rapport à ce sujet. Et à la fin il n'hésite pas à dire j'aimerais être
enfin le superviseur, c'est ça, le directeur un peu de tout ça, des sciences et tout. Palpatine il dit attention, ça viendra en temps voulu. Quoi. Je trouve que c'est un très très bon méchant. Très bon méchant. Ouais. Hâte de voir ce qu'il va proposer parce que on a l'impression qu'il prépare aussi quelque chose avec Crosshair. Il le dit au moment de l'évasion d'Omega. Il dit quelque chose en mode t'inquiète pas que Crosshair, je prépare quelque chose pour lui. Il disait que en gros il avait un plan pour Crosshair et que chaque acte a des conséquences. Il dit ça au moment, etc. Et du coup, oui, très bon méchant à suivre, mais en tout cas, très bon méchant. Après avoir, c'est vrai que dans le reste de la série, là, on commence fort, en espérant que cette qualité de narration et qualité technique. J'ai très peur du filler. J'ai très peur du filler qui fait bien mal, bien tâcheron. Je pense que c'est un peu, un passage obligé, on va dire. Ouais, c'est ça. On l'a retrouvé déjà, mais. Et quel plaisir aussi de voir que l'épisode 1 était un peu plus long que les autres aussi. Ouais, et étonnamment, je me suis dit qu'il était... de quelques minutes seulement, mais ça fait la diff. Ça fait la diff. Ça fait quand même la diff. Donc à voir si par exemple l'épisode final sera un peu plus long que les autres, ou celui de mi-saison sera plus long. En tout cas, à surveiller, à voir, on verra. Affaire à suivre, exactement. Je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait dire. Nalacé aussi. Nalacé, très bon personnage, Nalacé. L'aborder, mais je trouve que ce personnage est très, très bien amené. Très protecteur avec Omega, Nalacé. Protecteur, et puis même, le personnage, je veux dire, en lui-même, je trouve que, il fait son métier, on va dire. Cette Kaminoan, elle est là, elle doit le faire. Elle protège Omega tous les jours. C'est ça. À supprimer les échantillons, etc. Oui, et d'ailleurs, elle, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc avec Nalacé. Il va se passer quelque chose. J'espère pas parce que j'aime bien ce personnage. En fait, elle est trop, elle est trop bien. Le lien qu'elle entretient avec Omega et tout. En tout cas, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de regarder la série, puisque la saison commence très très fort. 3 épisodes vraiment très bien rythmés, techniquement irréprochables. Donc c'est vraiment du pain béni, quoi, pour nous. On vous dit à la semaine prochaine pour la critique d'épisode 4 de The Bad Batch. On vous fait des bisous. C'était Vincent Star Wars. Ciao.